Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. Vous pensez que Trump a détruit l'industrie américaine? Vous avez tort. C'est Clinton, en 2001, qui a ouvert les portes de l'OMC à la Chine. C'est Clinton qui a vendu les usines. Trump, lui, essaie de les racheter. Mais il y a un problème. Un problème que personne dans les médias français ne vous explique. Le dollar, la monnaie la plus puissante du monde, est en réalité la principale limite de la souveraineté américaine. Idriss Aberkan et Pierre Rougiron décryptent le piège dont personne ne parle. C'est que quand tu as laissé partir les usines, c'est pas Donald Trump qui les a laissées partir, c'est Clinton qui les a vendues. Ouais, avec l'entrée de la Chine dans dans l'OMC, pardon, et puis le It's the economy stupid. Tout à fait. Or, le problème, quand tu as fait une industrialisation et que tu as laissé partir les usines, tu dois les repayer. Si tu veux te réindustrialiser, tu dois les repayer. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on est en train de voir d'ailleurs avec Apple, la sortie du Mac Neo. Je pensais pas forcément être capable de le relier à ça, mais tout dernièrement, parce que comme toi, je fais la revue de presse très régulièrement, et Apple a sorti donc le Mac Neo, qui pour le coup est vraiment un très beau produit. Je touche pas d'argent d'Apple pour ça, mais c'est un très bon produit qui s'est avéré être extrêmement réparable. Et alors là, tout le monde sur X, c'est la première fois, tu sais, si on m'avait annoncé qu'il y aurait une réparabilité dans les produits Apple, tu vois. Et là, il est très réparable. Il y a 8 vis au total. La batterie n'est pas collée, etc. Et 2 analyses sur X essaient d'expliquer cette réparabilité. Encore une fois, outre que le produit est vraiment très bon, tu peux jouer à Cyberpunk 2077 dessus, alors que c'est un PC à 499 balles prix étudiant. Eh ben, les 2 analyses, c'est soit oui, l'Union européenne va demander des critères de réparabilité. Ok, c'est un gros marché l'Union européenne pour Apple, mais je doute qu'ils décident ça. L'autre analyse, c'est oui, Apple, ils sont en train de se réindustrialiser aux États-Unis. Ça fait 5 ans qu'ils ont d'abord la pression de Trump et d'autre part le fait que la Chine peut les foutre dehors à tout moment. Et puis si la Chine envahit Taïwan, ce qui ne saurait tarder maintenant avec l'Iran, eh bien, ils veulent refaire des usines aux États-Unis et donc ils ont fait des MacBooks qui soient faciles à assembler, faciles à réparer. Et ça, beaucoup de gens l'analysent comme un tournant, comme un marqueur industriel absolument décisif. Alors, déjà, je te le dis tout de suite, je pense qu'une fois, comme d'habitude, ton flair ne t'a pas trompé, mon cher Idriss, l'Union européenne n'y est pour strictement rien. Parce que l'Union européenne fout en l'air tous les projets d'économie circulaire. Comme l'Union européenne foire tous les projets. Dois-je vous rappeler que Galileo a été doublé par tous les pays qui étaient sur les starting blocks, alors que Galileo était parti en moyenne 10 ans avant. Le cas typique, Galileo a été coiffé au poteau par la Russie, qui avait 10 ans d'écart entre les 2 projets qui sont exactement les mêmes, géolocalisation, et que les Russes sont arrivés des années avant et pour une qualité bien supérieure. L'Union européenne n'est pour strictement rien. Par contre, revenons vraiment au phénomène le plus séminal. Le seul moyen que nous avons, Idriss, pour réindustrialiser, c'est-à-dire repartir du bas de la pyramide de Maslow, et donc contrôler l'énergie, puis la bouffe, et donc évidemment tout le processus industriel et donc innovateur, vu que c'est l'industrie qui fait la majorité des innovations, qui entoure toute la pyramide jusqu'au plus haut, c'est-à-dire, et voire l'au-delà, c'est-à-dire les choses futiles. Donc il faut recommencer sur les choses essentielles, puis les choses utiles, et à la fin, tu fais ce qu'on appelle l'économie sur étagère. Très bien. Le grand problème, c'est que si tu n'as pas une pleine souveraineté monétaire, tu vas devoir le faire repayer à ta population. Exact. Or, à quoi avez-vous assisté, mes bons amis, ces derniers mois, au duel entre Trump et la Fed? Pourquoi? Parce que les banquiers centraux, ce qui n'est absolument pas leur mandat, et la Fed au premier chef, pensent, mais c'est également le cas de la Banque centrale de la Fédération de Russie, qui a foutu en l'air
volontairement, Jacques Sapir l'explique très bien, l'économie russe dans le dernier trimestre de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que la banquière centrale russe, qui est une ancienne conseillère du président, a été élue par je crois le Times, mais c'est à vérifier, banquière centrale en chef de l'année 2024 ou 2025, qu'elle entend le rester, et donc qu'elle reste dans l'orthodoxie monétaire la plus neuneu, et parce que les banquiers centraux, alors je ne parle même pas de la BCE, parce que là, bon, on atteint des taux de délire, ces banquiers centraux, au lieu de faire leur boulot, c'est-à-dire ce que fait le banquier central de la Bank of England ou le banquier central de la Banque fédérale chinoise, c'est-à-dire de chercher la meilleure configuration monétaire par rapport aux forces productives et à l'identité économique de ton peuple, la BCE, mais c'est également le cas de la Fed, d'une partie de la Banque de Fédération de Russie et de beaucoup d'autres banques centrales occidentales marquées par une idéologie d'indépendance des banques centrales qui est hors d'âge, que c'est une idéologie qui a 40 ans, qui n'a jamais prouvé qu'elle a été d'une quelconque utilité, elle a foiré partout où elle est allée, eh bien, ils veulent garder la mondialisation et donc pas d'originalité monétaire. Résultat, le protectionnisme de Donald Trump, qui avait réduit considérablement le déficit extérieur, est combattu à la fois par la Banque centrale des États-Unis et combattu également par les juges, parce que, il faut bien que se mettre ça dans la tête, Idriss, pour toute une partie de l'hyperclasse, évidemment, le libre-échange est un fait structurant et identitaire, mais il lui prête, si tu veux, toute une idéologie pacifiste. Ça, si tu veux, ça vient d'une lecture foireuse de Montesquieu sur le commerce, et qui a fait transiter 2 siècles de pensée plutôt de gauche, il faut être honnête, sur la paix par le commerce, ce qui n'a jamais eu lieu. Le commerce est une continuation du massacre par d'autres moyens, n'a jamais été autre chose, n'a pas vocation à être autre chose. Or, mais c'est-à-dire, je ne vais pas interrompre ton raisonnement, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de dépêches, je suis obligé d'essayer de garder le timing, mais tout ce que tu nous dis, on a l'impression que c'était avant la guerre en Iran, parce que ces nuances, bon, Powell, etc. Là, par exemple, Powell va couper les taux, ça y est, il est même pas débarqué, Powell va couper les taux, on essaie de faire léviter les marchés financiers. Cette analyse que tu développes, elle est évidemment très pertinente et très juste, mais on a l'impression qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu quelque chose, à partir du moment où il y a la guerre en Iran, ça y est, tout le monde sur le pont, quoi. Alors, attention, c'est tout ça qui précipite la guerre en Iran. Parce que quand tu refuses d'avoir les moyens monétaires, et d'ailleurs, peux-tu totalement les avoir, vu que le dollar, et ça, il faut se mettre ça dans la tête, le dollar n'est pas un démultiplicateur de la souveraineté américaine, le dollar en tant que monnaie monde est une limite de la souveraineté américaine. Exact. Ouais. Et quand Donald Trump, face à ça, ne pouvant pas, à la fois il est contesté sur son protectionnisme, alors que sur le fond c'est lui qui a raison, contesté par ses propres juges, alors que lui, ce qu'il veut, c'est réindustrialiser l'Amérique. Donc, résultat, que doit-il faire ? Il doit accélérer l'autre agenda, qui est son agenda énergétique de prévarication, Venezuela, Groenland, Iran. Et là, voyant ça, eh bien, un ami va venir lui taper dans le dos en disant « Ah, c'est pas joyeux en ce moment, hein ?» Faudrait quand même pas qu'il y ait une partie de ta base MAGA qui déserte en novembre, hein, parce que tu serais pas dans la merde. Tiens, pendant qu'on y pense, j'ai 2-3 très bons amis chrétiens sionistes qui sont plus très sûrs de leur soutien pour toi. Et là, le piège. Alors, on peut, pour certaines personnes qui veulent voir la main de l'affaire Epstein dessus, je pense pas du tout. Je pense tout simplement que les Israéliens n'avaient qu'une seule carte à jouer. Et je rebondis sur les dépêches que tu as données, Idriss. Ce faisant, Benyamin Netanyahou a fait un acte d'une gravité qu'on n'imagine pas. Je rappelle qu'Israël n'a jamais vécu sans protecteur. D'abord l'Union soviétique, ensuite la France, et après Kippour, les États-Unis. Tu fais bien de le rappeler, l'Union soviétique. Enfin, d'ailleurs, après Kippour, après 67 et surtout après Kippour, pour être tout à fait précis. Or, cracher
dans la figure d'une partie de l'opinion américaine qui a été la plus sioniste et qui aujourd'hui, comment dire, font comme barrette de beurre sur radiateur. Je pense que Benyamin Netanyahou, qui est un habitué des coups tactiques audacieux, ne se rend pas compte à quel point toute une partie déjà de la jeunesse américaine était devenue pro-palestinienne côté démocrate, ça nous le savions, mais que toute une partie même du mouvement MAGA commençait, disons, non pas à remettre en cause l'amitié américano-israélienne, mais dire, c'est pas parce qu'on est amis que nos gars doivent aller se faire flinguer pour vos intérêts. Alors Et là, je ne suis pas certain que Benyamin Netanyahou ait pesé son geste. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.